Monsieur le conférencier, veuillez m'excuser. Partant de votre expérience d'égyptologue, je voudrais vous demander quel lien de parenté verriez-vous entre cette Égypte et certains peuples, je dirais certaines ethnies du côté de votre pays au Sénégal et ici au Niger par exemple, concrètement, partant par exemple de certaines comparaisons. La deuxième question serait qu'est-ce que vous avez, vous, ethnologue africain, chercheur africain, qu'est-ce que vous avez comme moyen de résistance au sens de qu'est-ce que vous avez pour prouver en face de vos opposants, chercheurs blancs, qui réfutaient par exemple certaines thèses que vous auriez apportées. Sur ce, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions qui se ressemblent à celle-là? Oui, monsieur. Bonsoir, la conférence. Monsieur le conférencier, j'aimerais vous saluer d'abord. Tout d'abord, je remercie le camarade Cheikh Anta Diop qui a eu pour la première fois voté à propos de l'histoire, je dirais, africaine concernant l'Égypte antique n'est pas une forme de philosophie. Je vous remercie. Oui, allez-y. Merci. Je voudrais poser une seule question au conférencier. C'est à propos, n'est-ce pas, du déplacement des 3 spécimens africains vers notamment les pays européens et jusqu'en Asie. Alors je voudrais savoir si ce déplacement a été motivé par un coup de hasard ou bien si c'est un déplacement qui est parti, n'est-ce pas, d'une base qui était peut-être économique ou sociale. Je vais arrêter la série de questions. Parce que déjà, dit la même chose, mais ce sont des questions tout à fait différentes qui sont en train de... Bonsoir, professeur Cheikh Anta Diop. Je voudrais vous poser un certain nombre de questions qui ont trait justement à ce que le camarade venait de dire. Mais en attendant, je vais vous relater une anecdote quelque peu candide et même condescendante. Il y a quelques semaines, nous recevions à l'école des lettres à Niamey Madame Liliane Castelou. Alors cette dame nous disait qu'elle avait rencontré en Europe un professeur qui a fait des recherches chez les Yoruba au Nigeria. Et le professeur avait dit cette chose-là, qu'il a vu exactement la confirmation de vos thèses chez les Yoruba. C'est-à-dire la parenté génétique qui existait entre les Yoruba et les Égyptiens. Mais, quand Mme Castelou dit, mais écrivez une note, dites quelque chose, un petit mot pour soutenir vos thèses, le professeur avait dit, non, je préfère me taire, je ne veux pas me compromettre. Alors ceci pour ajouter un peu à ce que vous disiez au sujet de la compromission, au sujet de la falsification de l'histoire. Et justement, à propos de cette falsification et de cette mauvaise foi, nous ne sommes pas sans ignorer tout de même que les pressentiments que vous nourrissiez en 1955, nous n'étions pas nés, en disant que vous auriez beau apporter des preuves palpantes, irréfutables, des intellectuels de renom, ils diront toujours, nous n'y croyons pas. Alors la question que je voudrais poser est celle-ci. Pensez-vous, professeur Cheikh, que vos thèses un jour seront admises d'une façon péremptoire, sans réfutation?
Pensez-vous que les principes de l'égyptologie que vous voulez promouvoir seraient un jour érigés en valeur absolue? Et vous me permettez de poser cette question tout simplement parce que d'éminents intellectuels africains, et le camarade a parlé tout à l'heure d'un chantre de la non-philosophie africaine qui est M. Paulin Ntongi, qui soutient qu'il n'y a pas de philosophie en Afrique. Et il part de vos thèses, qu'il admet, certes, dans leur fond, mais il dit que ces thèses ne sauraient être admises que le jour où elles seraient effectivement irréfutables. Alors pensez-vous que ces thèses de M. Ntongi et d'autres, selon laquelle la philosophie africaine, qu'il ne saurait avoir de philosophie africaine parce que la philosophie est simplement grecque, si elle ne correspond pas au canon grec, elle n'est pas philosophie, pensez-vous que cette thèse tiendrait devant vos travaux? À ce moment-là, je rejoins la question effectivement du camarade. Je vous remercie. Nous avons laissé la série de questions. Oui. Bon. Vous voulez une autre question? Oui, allez-y. Une autre question encore? Non, mais je peux répondre. Allez-y. Oui. Oui. Bonsoir. Permettez-moi de vous remercier pour ce brillant exposé. Cette conférence nous a permis d'approfondir nos connaissances et de réactualiser ces connaissances. Mais nous devons d'aller au-delà du simple constat, de la simple croisade verbale pour réhabiliter la culture africaine dans les normes de sa dignité. Pour cela, le rôle des écrivains, le rôle des chercheurs est déterminant, mais aussi le rôle des hommes politiques. Il ne faut pas nier les hommes politiques. Ici au Niger, des efforts ont été consentis, des efforts louables concernant la culture. Mais paradoxalement, il faut noter qu'on assiste à une politisation de la culture. À telle enseigne qu'on ne peut plus faire la différence entre l'authentique et le culturel, ou bien l'artificiel ou le politique. C'est-à-dire, la culture sert d'instrument au service du système politique. Mais je n'y nie pas, effectivement, les efforts consentis pour revaloriser notre patrimoine culturel. Il faudrait aussi noter que nous n'adhérons pas aux théories de l'authenticité et de l'africanisme à rebours. Ces théories, loin de saisir et d'apprécier les dimensions cosmiques de la civilisation africaine, ont terni son image. Quand Senghor disait que l'émotion est nègre et la raison est laine, il disait que jamais le nègre ne sera pas capable d'atteindre le blanc sur le plan des mathématiques. Certes, il faut excuser Senghor de ses erreurs historiques. Il faut tenir compte du contexte historique. Bref, je dirais, que pensez-vous du dialogue des civilisations dont parlait Garoudi? Nous savons que l'interprétation des civilisations n'est pas féconde, étant donné que le rapport des forces n'est pas en notre faveur. Parler d'un dialogue de civilisation serait une bavure. Que pensez-vous du donner et du recevoir, de l'universalisation de la culture ou des cultures dont parlait Césaire, dont parlait Senghor? Que pensez-vous de l'authenticité zaïroise dont parlait Mobutu? Je vous remercie. Je joins ma voix à celle de toute la jeunesse nigérienne pour vous
dire que nous sommes fiers de vous. Je vous remercie. Bon, je réponds. Je vais donc commencer par répondre à l'ensemble des questions. Le lien entre les peuples sénégalais et nigériens, ils sont multiples. Et c'est une des justifications justement de cette recherche. En tout cas, si vous voulez, tant soit peu, connaître votre passé et renforcer le sentiment de cohésion nationale, vous serez bien amené un jour à nous relayer sur le terrain où nous nous situons aujourd'hui. C'est moi qui vous le dis. Je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui, libéré, va jusqu'au pas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé, comme appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine dans son ensemble. Parce que, en dehors de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils? Parce que la vérité sonne blanche. C'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadé que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle sonne blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Et ce sont justement les Blancs qui vont nous y aider. Et c'est parce que je savais cela que lorsque l'UNESCO m'a demandé de participer à la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, ce volume, j'ai dit que je serais bien incapable de parler la vérité sous prétexte que nous allons écrire un ouvrage de portée internationale. Moi, j'ai les idées que j'ai toujours développées et contre lesquelles vous ne pouvez pas opposer des arguments scientifiques dignes de ce nom. Vous pouvez opposer une conspiration du silence, aussi longtemps que les jeunes générations africaines resteront aliénées, jusqu'à ce qu'elles se récupèrent, jusqu'à ce qu'elles acquièrent la connaissance directe, parce que c'est par la connaissance directe, par l'égyptologie, que vous dépasserez ce stade de flottement, n'est-ce pas, et de somnambulisme. Alors, donc, j'ai dit que de deux choses l'une, ou bien on prépare une rencontre de niveau international. C'est ce que j'avais proposé. Réunir l'égyptologie internationale au niveau le plus élevé. Et surtout tous ceux qui sont opposés à mes thèses. J'ai dit que du côté africain, je n'aurais besoin que de deux Africains, parce que ce sont les seuls qui, à l'époque, qui travaillaient avec moi et qui accédaient aux faits égyptiens par la connaissance directe. C'est très dangereux, la connaissance indirecte, parce que vous le voyez bien, vous n'arrivez pas à vous faire une opinion personnelle. Il faut passer par l'appui d'une autorité, et cette autorité vous refuse son appui pour des raisons idéologiques, et vous tournoyez.
Donc, vous ne pourrez sortir du cercle vicieux que par la connaissance directe. Vous pétillez tous d'intelligence. Mais il faudra accepter de fournir cet effort qui vous conduit à la connaissance directe. Et nous en parlerons. Alors, moi, j'avais dit donc que je n'ai besoin que de 2 Africains qui, avec moi, ont accédé à cette connaissance directe. Et donc, vous pourrez augmenter le volume de la délégation européenne et mondiale. Nous n'avons pas besoin d'être plus de 3. Alors, convoquez donc tous les égyptologues que vous voudrez, les plus acharnés contre nos thèses. Nous en débattrons en toute sérénité. Je vous garantis le climat de sérénité des débats. Les débats ne seront pas limités, ils dureront aussi longtemps que nécessaire, en Égypte même, au Caire. Et à la suite de ces débats, on rédigera un document de portée mondiale, de portée internationale. Et suivant la teneur de ce document, on saura de quel côté penche la balance. Si les conclusions de ce document me permettent de continuer, de participer, je participerai alors à l'ouvrage et j'utiliserai mes idées intégralement. Dans le cas contraire, je serai le premier à vous faciliter la tâche en me récusant. Vous connaissez la suite. Le colloque du Caire s'est tenu sur ma proposition. Toute l'égyptologie mondiale était représentée. J'avais dit aussi que nous, Africains, nous ne serions pas rapporteurs pour réaliser au maximum les conditions d'objectivité. Le rapporteur, c'était un professeur français qui était contre mes thèses aussi, vous le savez bien. Donc, et qui était professeur à Paris 8. L'égyptologie française était représentée par le professeur Vercouteur, qui était l'ancien directeur des antiquités de Nubie, qui était aussi le directeur de l'Institut d'archéologie orientale français du Caire, qui était le titulaire de la chaire d'égyptologie à Lille 3, etc. Était représenté aussi par le professeur Sonneron, qui l'avait remplacé à l'Institut français d'archéologie d'Égypte, et qui était sûrement le plus apte à nous suivre dans les discussions linguistiques, justement. Et vous savez, les débats, les conclusions dans le domaine linguistique, justement, du professeur Sonneron, qui est mort maintenant. Vous aviez le professeur Leclan, qui est devenu académicien depuis et professeur au Collège de France. Vous aviez le professeur Debono, qui était l'archéologue de la vallée du Nil. L'Amérique était représentée par Mme Gordon Chaké, le Canada par le professeur Chini, la Scandinavie par le professeur Serge Soderberg, qui était le directeur de toute la mission de toute la Scandinavie pour la sauvegarde des monuments de Nubie, etc., etc. Voilà, moi, et toute l'égyptologie égyptienne sur place aussi, au Caire et en Égypte, sont venus participer. Vous avez la liste des participants ici. Voilà le document qui est sorti de ces travaux. Oh, si vous avez la page, voilà. Et voici, je vous lis une seule phrase de ce document. La très minutieuse préparation des communications, est-ce que je voudrais même quelqu'un qui lise mieux que moi, un volontaire seulement, pour lire, voilà justement vous-même. Voilà. Vous allez lire juste ce passage, cette phrase. C'est la conclusion générale. La très minutieuse préparation des communications. Non, lisez lentement pour que vos camarades entendent. Sinon, moi, je lis mieux que vous. D'accord. La très minutieuse opération. Non, pas opération. Préparation des communications. Bon, attendez, je vais lire, parce que vous... Bon. Alors, je lis pour tout le monde. Il est certain que le sac de Thèbes par les Assyriens, la façon féroce dont les Assyriens ont détruit la ville de Thèbes en 663, a eu des répercussions comme l'occupation de Paris par les Allemands, mais ça n'a pas duré. Donc la métropole noire, une fois qui était vénérable, millénaire, la première fois qu'elle a été mise à sac, ça a eu des répercussions profondes sur les populations africaines qui vivaient presque attirées comme en formant une sorte de grappe autour de la vallée du Nil. Dans des publications prochaines, je montrerai que les Égyptiens étaient descendus jusqu'au Shabbat, c'est sûr, jusqu'au Zaïre. Nous avons des preuves archéologiques de tout cela. Nous avons des preuves archéologiques qui sont venues ici, des preuves
relevant de la linguistique, d'autres faits qui sont venus justement jusqu'à la boucle du Niger. Ça concerne la première question sur laquelle je dirai un mot. Alors, donc, il y a tout cela, donc des motifs climatiques, une pression extérieure, la victoire, la perte de la souveraineté nationale de l'Égypte a fait que les populations africaines se sont relâchées et se sont repliées sur elles-mêmes à l'intérieur pour former des royaumes à l'intérieur. Alors que jusque-là, l'Égypte était la grande métropole, un peu comme les Germains qui étaient de l'autre côté de la rive du Danube par rapport à la civilisation, au foyer romain. L'Égypte était le véritable foyer auquel le reste de l'Afrique noire était lié par 1000 liens d'esclaves. Et à partir du moment où l'Égypte a perdu la souveraineté nationale, ces populations, évidemment, se sont organisées sur d'autres bases. Alors tout cela, ce sont donc des motifs de déplacement. Pour l'histoire, la période la plus proche. Donc pour la plus ancienne, il devait en être ainsi. L'évaluation climatique, on peut les cerner par la paléoclimatologie. Ça peut être aussi dû au fait que le manque de nourriture, la pression sélective, tout cela, ce sont autant de facteurs qui jouent pour expliquer le déplacement des peuples, mais ce n'est jamais gratuit. Alors, si quelqu'un dit que la philosophie commence par lui, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne veux pas discuter ces arguments, je ne veux pas... Chacun a le temps de se faire une autre opinion. En tout cas, vous pouvez remonter, vous, en ce qui vous concerne, jusqu'aux racines de la philosophie africaine. Je vous invite à étudier la cosmogonie héliopolitaine. Je l'ai décrite d'ailleurs brièvement dans Civilisation ou Barbarie. Vous y trouverez les prémices. Vous commencerez à vous faire une idée de la consistance de la pensée de vos ancêtres de la vallée du Nil qui étaient noirs comme vous, ici. Si c'était cela, si ce n'était pas cela des arguments, c'est la preuve que, vous voyez, on a presque le cerveau vilé et les arguments d'une certaine source ne se fixent plus. C'est ça l'aliénation. Parce que vous demandez, que valent donc ces arguments-là? Est-ce que j'ai inventé les projections que je vous ai faites, que vous pouvez retrouver dans la vallée du Nil, où vous trouverez justement cette civilisation qui est discutée, ces agents qui se sont représentés plus noirs que vous-même. Mais déjà, vous avez des œillères de l'éducation colonialiste et vous ne pouvez plus voir cette réalité palpable. C'est ça la cécité intellectuelle. Vous comprenez? Où est la raison dans cette éducation? Où est la raison? Où est le développement du sens critique dans cette éducation? Voilà le danger contre lequel nous devons vous prémunir. Il faut que votre cerveau fonctionne. Je disais encore hier et je le répéterai demain, que ce que nous voulons, ce que nous visons dans votre éducation, c'est de réveiller justement le bâtisseur de nations qui dort en chacun de vous. C'est de réveiller le créateur qui dort en chacun de vous. Cela suppose donc une réforme qui mette l'accent sur la rationalité, sur les facultés créatrices de l'individu et sur l'indépendance intellectuelle. Voilà le but que vise mon enseignement en tout cas. Et si je ne l'atteins pas, c'est bien regrettable. Alors, ensuite, vous m'avez demandé donc l'émotion, etc. J'ai répondu à tout cela. Vous me faites des procès d'intention, mais vous n'avez pas lu ce que j'ai écrit. Ensuite, voilà. Les moyens de prouver, mais les moyens de prouver, ce sont les moyens scientifiques. La critique scientifique, n'est-ce pas, c'est une méthode. Moi, j'ai utilisé tout l'arsenal des méthodes d'investigation et des méthodes de preuve. J'ai esquissé même des méthodes nouvelles pour l'histoire africaine. Que justement, les maîtres que vous citez, je vous parlez des maîtres occidentaux, n'est-ce pas, que vous citez, utilisent largement. Parce que le paradoxe, c'est que tout cela dont vous parlez, ils sont coincés aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que cette voie pour renouveler la science historique, et c'est moi qui vous le dis.
Et ils sont coincés dans leur propre développement idéologique et ils ne savent plus comment se dégager de la position inconfortable où ils se trouvent intellectuellement. Ils sont confinés dans des positions idéologiques indéfendables. Et il vous suffirait de fournir un peu d'effort, d'acquérir la connaissance directe pour les dépasser. C'est moi qui vous le dis. Alors, ils voudraient bien sortir de cette position pour récupérer cette littérature. Mais, sans nous citer, bien sûr, mais tout cela est extrêmement difficile. Alors, entendons-nous. Parce que la cause est entendue depuis longtemps. C'est de cela que je voulais vous parler. Vous dites que aussi longtemps qu'on ne reconnaîtra pas, mais on reconnaît déjà. Et maintenant, c'est la conspiration du silence. On n'attaque plus parce qu'on n'a plus d'arguments pour attaquer. Et ce n'est pas le désir qui leur manque, vous le savez bien. Ils nous auraient sciés, ils nous auraient foudroyés s'ils pouvaient déceler la moindre incohérence depuis le temps. Mais maintenant, c'est le silence, c'est la conspiration du silence, c'est la médisance dans les salons, c'est les apartés avec les étudiants pour les détourner de cette... Alors, est-ce qu'il y a maintenant des liens de parenté entre peuple égyptien et peuple nigérien? Mais comme je vous le disais, c'est le manque d'information qui fait qu'on ne voit pas tout cela. Au Sénégal, bien sûr, vous avez les Lébous. Vous savez bien qu'il y a une seule carte qu'on n'a pas pu projeter, c'était la carte de migration. Ce sera pour une autre fois. Vous l'avez en tout cas dans l'Afrique précoloniale. Et j'ai essayé d'identifier les voies de migration depuis le bassin du Haut-Nil. Mais tous nos noms nous viennent de cette région et de régions voisines. Vous avez dans la région du Tchad des Mbaye, les Sarambaye. Mbaye, c'est un nom sénégalais. Vous avez plus loin encore, dans la région du Nil, chez les Nouers, chez les Chilou et chez les Dinka, vous avez tous les noms sénégalais. Vous avez Diop, Ndiaye, Kanbansi, tous nos noms, vous les trouvez là-bas. Vous les retrouverez aussi le long du bassin du Zaïre. Vous les retrouvez au nord du Cameroun. Vous les retrouvez encore au Gabon, les Ndong. Hein. Vous les retrouvez également à Brazzaville, les Ndoumbe, Massamba, tous ces noms-là, Ngoy, tout cela, ce sont des noms sénégalais. À telle enseigne que je croyais que c'est la colonne de marchands qui, à Fashoda, avait éclaté et que les Sénégalais qui étaient dans cette colonne sont restés là-bas. Parce que ça ne pouvait pas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais quand vous prenez, vous voyez donc qu'il faut être méticuleux justement dans la recherche. C'est pour vous dire que je ne prends pas des libertés avec les faits. Mais je me suis aperçu que dans les cartes de Robert Vigondi et les cartes antérieures à Marchand du XVIIe siècle, il y avait déjà ces tribus et ce sont des peuples qui sont au stade tribal. Vous arrivez dans un village, tout le monde s'appelle Niang. Et c'est le même totem, ainsi de suite. Donc, identité et parenté des peuples de la vallée du Nil avec le bassin du Sénégal, c'est évident. C'est prouvé au niveau ethnographique, c'est prouvé au niveau de la langue également. Le Niger a plus forte raison. Tous les noms que vous avez autour de la boucle du Niger, ce sont des noms égyptiens qui ont encore conservé le sens égyptien. Justement, c'est Ankharé, ça veut dire Ra fait vivre, le nom de Sankhalé ou Sangaré. Et nous avons un officier égyptien du Moyen Empire qui s'appelait Sangaré. Vous voyez? Donc tous les noms du bassin du Nil, de la boucle du Niger, nous pouvons les décomposer pratiquement. Et Kamara, Paris, tous ces noms-là, Ka, Ba, tous les noms peuls sont des notions ontologiques égyptiennes. Le Ka, c'est la partie indestructible de l'être qui rejoint le ciel après la mort. Le Ba, c'est l'âme individuelle. Et les éléments constitutifs de l'être, c'est le Ka et le Ba. Justement, quand vous étudierez ces cosmogonies dont je vous parle, vous les retrouverez. Et So, ça veut dire les hommes. Et donc, tous les noms, vous les retrouvez encore. Tous les noms de la boucle du Niger. Amani, nous avons toutes les reines de Nubie, justement, qui sont des... Amani, c'est le nom du dieu Amon que vous retrouvez partout en Nubie. La reine Amani Sakti. J'ai daté sa pyramide qui remonte au IIe siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, ce sont des noms nigériens. Le Djarmakoy. Tous les rois de Nubie, justement,
À la base, c'est comme les Grecs appelaient les basiloskoi. Tous les rois de la Nubie, c'était des koi, justement. Le Koi, hein, que vous trouvez aussi dans la boucle du Niger, le Tombouctou Koi, ce sont des chefferies, le Djermakoi. Et c'est une racine que nous retrouvons encore dans la variante dialectale copte, comme le Ki aussi. Donc, là, vous avez l'ethnonymie et la toponymie qui est identique à celle que nous trouvons dans le bassin du Nil. Et sachez que l'oasis de Kerga, qui était le point de départ des caravanes en direction de l'Afrique profonde, depuis l'Ancien Empire, depuis le voyage de Kirkouk, n'est-ce pas, sous Pépi II, eh bien, depuis ce temps, nous avons cette oasis, on l'appelle Kerga. Kerga, c'est un nom moderne qu'on lui a donné, mais dans les textes égyptiens, et vous l'avez ici attesté dans le Wörterbuch allemand, eh bien, cette oasis s'appelait le Kanem, l'oasis égyptien qui est dans le désert occidental, d'où on partait vers le Kanem, ici, le Kanem Bornou, cette oasis s'appelait le Kanem. J'ai donné les deux attestations qui existent dans le Wörterbuch, dans ce dictionnaire, justement, où vous avez un vocabulaire égyptien pharaonique avec l'appareil hiéroglyphique. Donc, c'est la connaissance directe qui peut vous sauver. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces questions-là. Il est certain que le Niger, la boucle du Niger est chargée, n'est-ce pas, de tout un passé culturel où les éléments égyptiens se retrouvent à tous les niveaux. Et M. Etara, vous voulez faire... Ouais. Non, non. Je remercie le conférencier et surtout quand on sait, comme la plupart des cerveaux qui s'en vont ailleurs, que si Cheikh Anta Diop avait voulu, il aurait pu travailler sur des sommes énormes. Mais justement, c'est son exemple pour les cerveaux de rester chez eux et de travailler et d'essayer de faire sortir leur pays du sous-développement. Et justement, depuis que j'ai étudié l'histoire, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de falsifications. Et on le sent, la conjuration des savants occidentaux qui veulent démontrer que la civilisation du Sumir, sous prétexte que la civilisation judaïsme vient du Sumir, donc la civilisation judéo-chrétienne, que tout ce qui peut aller à l'encontre de la civilisation judéo-chrétienne, il ne faut pas le signaler, même si ça existe, il ne faut pas en parler. Alors, de telle sorte que, on dit qu'elle est plus la civilisation sumérienne, comme le monde occidental veut qu'elle parte de 5000 ans environ, est plus vieille que celle de l'Égypte. Or, justement, vous avez cité le calendrier de Sétis, mais en réalité, le calendrier de Sétis est de 6260 ans avant Jésus. Donc, si on veut en réalité, le début de la civilisation chrétienne, égyptienne peut être porté à 7000 ou 8000 ans avant Jésus. Mais, et même la civilisation hindoue, par les tables astronomiques qui ont été introduites en France au XIXe siècle, surtout des Tirvarlour, qui démontrent que la civilisation hindoue est vieille de 5086 ans, en faisant avec précision avec le calendrier occidental. Avec l'année 1984, ça fait 5086 ans. Et ce qui m'a beaucoup plu, justement, j'avais pensé à ça, et ce soir j'ai été très content, parce que l'histoire ancienne, ou dans les musées, il y a des objets anciens, justement les diapositives. Essayez, parce qu'on ne peut pas voyager aller en Égypte. Et vous avez eu la chance d'aller à la source des documents, justement. Ce soir, j'ai été vraiment, le fait de voir ces documents, c'est ça. Et il faut qu'on essaye de faire des diapositives de toutes les civilisations anciennes, des objets anciens, qui ont une certaine valeur, qui démontrent la civilisation de ces temps-là. Parce que dans les musées, on les met de côté. Il y en a énormément, c'est comme les piles. On parle de la pile Volta. Et il y a des piles au musée de Bagdad.
Essayez de prendre ça et comparer avec la pile Volta pour voir quelle est la pile la plus élaborée. Dans une fouille, on a trouvé 15 000 ans avant Euclide, le postulat d'Euclide. Donc, vous voyez, il y a un plagiat, on se rend compte que où on donne ça aux Grecs, où on donne ça pour ne pas dire, il y a un plagiat dans la civilisation ancienne. Justement, que nous essayons de rétablir la vérité. Et ce qui est très difficile en histoire, c'est l'indépendance intellectuelle. Essayez de chercher le savoir partout, ça se trouve. Chez toutes les... Mais si on se cantonne à ces préjugés, on n'aura jamais le vrai savoir. Le savoir est un tout. C'est des morceaux disparus, un grand miroir qui est cassé. Chacun voit dans son morceau son histoire. Pour voir l'histoire universelle, il faut ramasser tous ces morceaux de miroir pour faire le grand miroir de l'histoire universelle. Alors je remercie et je veux aussi, il ne s'agit pas que les conférenciers fassent tout le temps des conférences. Il faut que ces livres soient maintenant vulgarisés dans toutes les universités africaines. Parce que souvent on parle, et ce sont les éditions des livres, on en parle mais on ne les voit pas, on ne les développe pas, on ne les enseigne pas. Je crois qu'il ne s'agit pas d'écouter, si on veut vraiment aller de l'avant, il faut mettre à la disposition, et en même temps les diapositives et tout, et vulgariser vos livres, qu'on puisse les avoir dans toutes les universités. Merci. Attendez. Oui. Je répondrai. Pour répondre après. Oui, oui, d'accord. Pour répondre. Je peux répondre. Il n'intervient pas l'autre. Donc ça va. Bon, il y a un jeune homme là-bas derrière. Comment il s'appelle? Malgache. Nous remercions beaucoup le conférencier, n'est-ce pas, pour un certain nombre d'éclaircissements qu'il a menés, en particulier en ce qui concerne, n'est-ce pas, le pillage de la connaissance par l'Occident, effectivement en travers, n'est-ce pas, de certaines démonstrations. Un exemple, serait-ce que celui du théorème de Thalès, n'est-ce pas? On voit bien que l'Occident a pillé. Mais nous pensons qu'un des éléments les plus importants, finalement, c'est qu'est-ce qui, à une époque précise, n'est-ce pas, a fait de l'Égypte, en termes, n'est-ce pas, de civilisation, n'est-ce pas, une civilisation assez brillante. À ce niveau, nous pensons que le conférencier a omis de nous dire un certain nombre d'éléments, en particulier la structure de pouvoir en Égypte. Un exemple, qu'est-ce qu'est la synergie? Parce que c'est sur la base de ces éléments-là que se sont fondés, n'est-ce pas, un certain nombre d'éléments par rapport auxquels l'Égypte a eu, n'est-ce pas, l'envergure qu'elle a eue à l'époque où le conférencier nous en parle. Alors, nous pensons que les éléments qui seraient les plus intéressants pour nous seraient que le conférencier nous fasse ressortir un certain nombre donc, de ces structures-là, en particulier cette synergie-là, ce pouvoir de Dieu sur terre avec des structures bien précises qui sont à même, effectivement, de pouvoir propulser, élever une civilisation. Si le conférencier nous l'avait dit, on aurait pu percevoir, n'est-ce pas, en travers de la subsistance de cette civilisation égyptienne, on aurait pu voir que dans certaines de nos structures, n'est-ce pas, il existe des éléments qui, n'est-ce pas, peuvent nous permettre, n'est-ce pas, cette lancée-là. Le conférencier a donné l'exemple du calendrier Dogon et du calendrier égyptien à une époque. Si le conférencier nous avait dit quelle était la structure de la civilisation Dogon actuellement, n'est-ce pas, on aurait perçu qu'il ne suffisait pas simplement au niveau
n'est-ce pas, de la connaissance, mais il y a d'autres éléments de l'enseignement en particulier, de l'initiation qui permettent cette œuvre-là. Or là, les conférenciers, les passés, tout juste pour justifier qu'effectivement, l'Afrique a été pillée, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas suffisant. Elle a été pillée, soit on le reconnaît, mais elle a été pillée à une époque précise. Et pourquoi a-t-elle été pillée? Et comment ça se fait que les éléments qui ont été pillés aient eu l'envergure qu'ils ont eu? Nous vous remercions. Bon, c'est tout. Vous pouvez répondre. Vous pouvez répondre. Bon, allez. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Au-dessus de tout éloge, vous avez été formidable. Mais j'aimerais vous poser une question. Ou deux. Les civilisations se sont appuyées et ont largement tiré parti des inventions, des découvertes et des institutions de la période précédente de la barbarie. Les réalisations de l'homme civilisé, aussi considérables et remarquables soient-elles, ne sont cependant pas suffisantes pour éclipser les travaux accomplis par l'homme barbare. Il avait déjà... Deux questions, n'est-ce pas? La première, quelle est la seconde, s'il vous plaît? Pourrions-nous être amenés à admettre que l'importance des civilisations anciennes dépasse dans une certaine mesure celle de toutes les réalisations ultérieures? Deux questions, n'est-ce pas? La première, quelle est la seconde, s'il vous plaît? Pourrions-nous être amenés à admettre que l'importance des civilisations anciennes dépasse dans une certaine mesure celle de toutes les réalisations ultérieures? Et puis, la deuxième question. Qu'a repris et absorbé la civilisation moderne de ce qui était variable dans la civilisation ancienne africaine? Qu'a repris et absorbé la civilisation moderne de tout ce qui était variable dans la civilisation ancienne africaine? Bon, vous allez trouver sûrement réponse dans la réponse que le professeur va donner au D'accord, oui, d'accord. Bon, est-ce que vraiment ça, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Bon, alors donc, sa première question. Professeur, à un moment donné, il y avait un jeune homme qui avait posé la question. Il disait qu'on politisait la culture. Donc, je suis en train de me demander est-ce qu'on peut unifier la culture africaine sans la politique? Oui, justement, politisation de la culture, oui. Oui. Surtout, éventuellement, dans cette Bon. Je voudrais dire à M. Yattara que tout ce qu'il a dit me touche profondément et je ne peux que souscrire à tout ce qu'il a dit sur l'ancienneté de la civilisation de l'Indus, la civilisation de Mohenjo-Daro, vous savez, qui remonte très loin à 3300, même confine à peu près à la même époque que la civilisation égyptienne, et qui a connu aussi une écriture hiéroglyphique. Elle est due à des Dravidiens, justement, et tout autour de la Méditerranée. En réalité, à la fin du néolithique, il y avait un continuum négro-africain. Il y avait les Noirs d'Asie et les Noirs de l'Afrique aussi. Et ces Noirs n'ont pas encore même complètement disparu. Ils sont encore dans certaines poches, on les trouve ici et là.
et en tout cas à l'époque néolithique, au Portugal, jusqu'en Belgique. On trouvait encore, et dans les Balkans, n'en parlons pas, partout il y avait des Noirs. Et c'était la continuation de ces Noirs qui étaient en Europe et qui avaient fui le climat très rigoureux pour descendre vers les mers chaudes et qui n'avaient pas complètement changé d'aspect. En Inde, proprement dit, il y avait cette civilisation dravidienne que les Aryens ont détruit à l'intérieur du 2e millénaire. Et très probablement, je suis tenté justement d'établir une liaison entre la destruction de ces civilisations et l'éruption du fameux volcan de Terra, c'est-à-dire de l'île de Santorini, parce que ça se situe à la même époque. Et j'ai proposé, au niveau international, justement, l'organisation d'un colloque qui serait centré sur ce thème-là. Est-ce que l'éruption de l'île de Santorin, qui a restitué finalement la civilisation de l'Atlantide à l'histoire par les moyens du siècle XIV, est-ce que cette éruption est en rapport direct avec l'ébranlement des peuples indo-européens qui se trouvaient en Anatolie à l'époque et qui seraient allés donc jusqu'en Inde? C'est là un point précis de recherche qui intéresse les scientifiques et que j'ai proposé à la communauté internationale, et ce colloque, je crois qu'il va se tenir. Donc, et ce serait ce mouvement qui irait donc détruire la civilisation dravidienne très ancienne dont vous parlez. De même, en Mésopotamie, vous parlez de la Mésopotamie proprement dite, il y a un décalage de 600 ans, pour vous les historiens. De 600 ans entre le début de l'histoire en Égypte et en Mésopotamie. Et la question avait été traitée justement dans Nation Nègre. Et depuis, elle n'a pas varié. La recherche historique de ces 3 dernières années n'a pas modifié les données de base. La Mésopotamie, les dynasties archaïques, nous ne savons rien là-dessus. Et en réalité, l'histoire de la Mésopotamie, fondée sur des documents lisibles, compréhensibles, parlant de règne de roi, c'est à partir de 2600. Donc, c'est à partir de 2600. Ce sont les dynasties archaïques pré-sargonides, et jusqu'à Sargon, 2340, nous avons, à partir de là, le règne de Sargon. La Mésopotamie entre dans l'histoire en 2600 avant Jésus-Christ, et l'Égypte entre dans l'histoire en 3300. Il y a donc un décalage de 600 ans. Et les premiers spécialistes, qu'est-ce qu'ils ont dit? De 2 choses l'une, que ce n'est pas possible. Voilà une attitude idéologique devant ces faits que nous révèle justement l'investigation scientifique. Ils ont dit, et ce n'était pas à moi, et qui ne voulaient pas y croire. Parce qu'ils ne pouvaient plus. La Mésopotamie n'a pas fait grand-chose. Et c'est la raison pour laquelle aussi dans tous les manuels, vous verrez toujours la tentative qui consiste à ravaler l'Égypte. C'est en filigrane, d'un bout à l'autre. On rage contre cette civilisation, on la nie, on essaie de la ravaler. On essaie de banaliser la civilisation égyptienne et les faits égyptiens au profit de la Mésopotamie. Pourquoi en serait-il ainsi si l'Égypte était réellement blanche comme ils le prétendent? Justement, il y a là aussi une contradiction qui n'est pas mince. Mais il y a donc cet écart de 600 ans, et tout ce que disent les orientalistes, c'est de 2 choses l'une. Ou bien il faut rajeunir l'Égypte de 600 ans, ou vieillir la Mésopotamie de 600 ans, parce qu'il n'est pas vraisemblable, voilà, pour eux, il n'est pas vraisemblable que l'Égypte ait devancé de 600 ans la Mésopotamie dans la voie de l'histoire. Voilà. Il va ramener à 2700 ans. Voilà. Oui, mais c'est 2000. C'était fondé sur la chronologie de Christian, justement, qui est basée sur des considérations astronomiques. Jusqu'à présent, nous avons ces faits, et les mesures de ces 14 ne font que confirmer le caractère récent du début de l'histoire en Mésopotamie. Nous parlons d'Uruk, mais je vous demanderai de me dire qu'est-ce qui a régné à Uruk en 3300. En Égypte, je sais que c'est Ménès, mais dites-moi le roi du fameux, de la fameuse ville de Uruk. Mais c'était la propre histoire.
c'était la proto-histoire, nous ne le savons pas. On a décrété que tel roi a régné ici, etc. Mais nous ne connaissons pas les noms de ces rois. Ce n'est pas exact. On n'est pas encore entré dans la période historique. Parce que nous ne pouvons pas nommer les personnages. Nous n'avons pas des documents que nous pouvons utiliser. Et il y a tant d'autres faits. Alors, le jeune homme m'a demandé, pourquoi. Alors, pour cela, maintenant, pour ce qui est de la vulgarisation, ce n'est pas des choses qui dépendent de moi. Tout ce que je peux faire, c'est former ceux qui travaillent avec moi en ce moment-ci. Il y a des étudiants qui ont terminé leur thèse de 3e cycle, qui sont inscrits avec moi, qui font des thèses de doctorat d'État à l'Université de Dakar. Je dirige des thèses de doctorat d'État. Je dirige des thèses de 3e cycle. Je dirige des mémoires, des diplômes d'études approfondies sur toutes ces questions que vous me posez justement. Et précisément sur les structures égyptiennes sociales et politiques égyptiennes, la question que le jeune homme vient de me poser. Donc, c'est cette seule forme de vulgarisation, et ce n'est pas de la vulgarisation, c'est une extension du savoir, la communication du savoir à autre but. Donc, voilà ce que je fais en ce moment depuis 3 ans à l'Université de Dakar et cumulativement à la direction de mon laboratoire. C'est donc cela qui peut dépendre de moi. Ensuite, donc, vous me demandez les raisons en somme pour lesquelles la civilisation égyptienne s'est développée. Mais je vous ai dit qu'il faut avoir pitié des auditeurs. Moi, je suis gêné quand je pense au temps pendant lequel je vous ai retenu ici. Si je vois qu'on a commencé très tard. Alors j'ai essayé de me résumer du mieux que j'ai pu. Je ne pouvais pas tout dire. Je ne pouvais pas vous livrer en un soir mon expérience intellectuelle. C'est pas faisable. Alors, j'ai pris les points saillants comme ça que j'ai essayé de développer. Vous avez vu que même mon intervention a été aussi courte que possible et j'ai essayé de me rattraper avec les projections un peu. Tout cela parce qu'il fallait avoir pitié de l'auditoire. Maintenant, les structures sociales, c'est les plus intéressantes et les structures politiques et les causes de l'émergence de la civilisation égyptienne. J'en ai traité bien ailleurs. Mais puisque vous me posez la question, je vous en dis 2 mots. Et précisément, l'émergence de la civilisation égyptienne est liée, je ne veux pas employer ces grands mots-là, mais dialectique m'a dit, mais à la structure de la vallée du Nil. Vous voyez, elle est liée à la structure de la vallée du Nil, à la spécificité de la vallée du Nil. Qu'est-ce que c'est que la vallée du Nil? Quand vous irez en Égypte, vous verrez que l'Égypte, c'est un couloir de 1000 km et de 6 km de large. 3 de chaque berge de chaque côté du fleuve. Et même pas souvent 3. Souvent, l'Égypte, c'est 500 mètres. L'Égypte, c'est le fleuve, et puis 50 mètres, et puis le désert libyque. Le désert libyque, c'est-à-dire l'Afrique et le Sahara. Et de l'autre côté, le désert arabique. Les endroits les plus larges, vous avez 3 km ici et là. C'est ça l'Égypte sur 1000 km. Alors, ça veut dire que quand, pendant la période des crues, les 2 Nils, donc, arrachent des montagnes de l'Éthiopie, n'est-ce pas, tous les débris végétaux, et apportent le limon, la vallée est encaissée et le lit monte, le flot monte réellement, et toutes les traces sont effacées. Et quand vous avez 2 champs comme ça, un champ rectangulaire et puis un autre champ, eh bien, toutes les bornes disparaissent. Il n'est plus matériellement possible de savoir où commençait son champ, où s'arrêtait le champ. Il y avait là donc un phénomène qui est la crue, n'est-ce pas, du Nil, la crue annuelle du Nil, qui dépassait les moyens d'un individu, qui obligeait donc chaque individu à sortir de son égoïsme, et par conséquent qui a forcé très tôt les clans qui se sont engagés dans cette voie et les tribus à sortir de leur égoïsme clanique et tribal pour fusionner, accepter une autorité supranationale pour la coordination du travail à grande échelle. Donc, les fameux travaux, grands travaux, n'est-ce pas, hydrauliques, qui sont à l'origine de la civilisation égyptienne, ces fameux États à MPA, à mode de production,
Pourquoi asiatique? Puisque c'est africain. Donc, un mode de production donc, africain. C'est ainsi que c'est né. Et ça ne s'arrête pas là. C'est qu'il fallait absolument un instrument de mesure, un instrument de contrôle, de vérification, qui permet chaque année de retrouver indubitablement les bornes de chaque propriété. Et c'est ainsi que l'Égypte, vitalement, l'invention de la géométrie était une nécessité vitale en Égypte pour départager les cohabitants. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé par l'arpentage et qu'ils ont tout de suite versé toutes les figures de la géométrie élémentaire avec le calcul de surface pour la répartition des sols. Voilà donc comment l'arithmétique, comment la géométrie sont nées comme une nécessité qui découlait de la spécificité, n'est-ce pas, du berceau, de la spécificité de la vallée du Nil et de sa précarité surtout. Donc, à la fois l'État égyptien est né comme face à la crue. Vous savez bien que la civilisation se développe en levant en quelque sorte des défis. À ce point de vue, on peut accepter l'idée de Toynbee quand il parle de défis, bien que tous ces gens excluent l'Afrique de l'histoire. Vous savez bien que tous les grands penseurs ont exclu l'Afrique de l'histoire. De Toynbee à Marx, à Engels, n'est-ce pas, et à Engels. Marx parle de l'anomalie des Noirs et des Mongols. Donc, ce grand dieu de la sociologie, eh bien, a exclu purement simplement l'Afrique noire de l'histoire. C'est ahistorique, ainsi de suite. Alors donc, souvent, les dieux de la pensée africaine ont fait un très grand tort, n'est-ce pas, en tout cas quant au début, quant aux prémices de leur philosophie, à cette société africaine même. Alors donc, voilà, mais il s'agit d'un défi. Et ce défi de la nature, quand l'homme peut le relever, eh bien, il peut créer la civilisation. Et alors, ce défi était en rapport avec les possibilités de l'homme. Si les défis dépassent les possibilités de l'homme, l'homme se déplace, il va ailleurs, mais il ne crée pas la civilisation. Et dans la vallée du Nil, donc, le défi a été relevé de cette manière en créant un État supraclanique, supratribal, avec une autorité qui tout de suite prit la figure d'une autorité divine, précisément. Il ne faut pas perdre cet aspect divin de la royauté africaine. Et si j'avais le temps, si je pouvais vous parler des différents types de royauté africaine, vous verriez toute la part égyptienne et royauté africaine. Cette royauté est apparue comme une civilisation élitiste et cultiver le savoir parce que l'Égypte est née avec la science et par conséquent a cultivé la science. Dernière question. Alors, vous me demandez si les phases antérieures, si les performances, si j'ai bien compris, est-ce que les réalisations des civilisations passées dépassent, si vous voulez, tout ce qui a été fait par la suite? Non, il ne faut pas dire ça. Ce serait mal comprendre ce que nous voulons dire. Encore une fois, tout ce qui tend à vous figer dans le passé est mauvais. Et ce ne sont pas les conséquences que vous devez tirer, en tout cas, de nos contacts. Moi, je devrais de vous armer de vérités historiques qui vous seront utiles et que vous pourrez vérifier. On nous a caché votre propre passé national. Le passé le plus grand que nous ayons connu, que nos peuples ont connu, et nous devons désenclaver nos histoires locales et les rattacher à cette histoire générale du continent qui est la nôtre. Donc, et quand la première impression sera passée, n'est-ce pas, et que vous êtes froidement sur ces questions, vous en verrez l'utilité, parce qu'il y a des formes de fuite en avant, de politisation de la culture, vous en avez parlé. Mais la culture, ce n'est pas du tout un luxe. C'est un facteur qui est utile dans la vie quotidienne que nous devons utiliser à des fins propres. Le fait d'utiliser la culture pour mieux nous réaliser, pour mieux devenir nous-mêmes, pour mieux nous protéger,
la cohésion qui naît du sentiment culturel et qui est fondée sur la culture. Et c'est utile. La culture doit être utilisée pour s'armer dans la vie quotidienne qui est pleine d'agressions. Ce n'est pas un objet de luxe que nous devons brandir tout simplement parce qu'il est beau. Il n'a pas été créé pour cela. Pas du tout. Alors pourquoi vous nous interdisez de l'utiliser sur le plan politique? Il faut utiliser la culture sur le plan politique, mais il faut l'utiliser à bon escient. Mais la culture est un facteur de cohésion nationale, comme la langue, comme la communauté psychique. Si vous écartez ces trois facteurs, il n'y a plus de nation. Vous avez une population de touristes. Vous avez un Scandinave qui arrive au marché du Niger. Vous avez un Allemand, vous avez un autre. Ben, quel est le lien qui les unit? Aucun. Ils sont là, ce sont des individus, un agrégat d'individus qui n'ont rien de commun. Mais le sentiment d'un passé commun, c'est ça le facteur de cohésion qui réunit ensemble un peuple pour faire face à des agressions. Alors ce facteur, nous le dégageons et vous nous dites que l'utiliser justement pour mieux être, pour se perpétuer, on veut nous l'interdire. Mais ça, si c'est l'utilisation politique, eh bien c'est ça qu'il faut le faire en tout cas. Moi, c'est dans cet esprit, n'est-ce pas, tous ces facteurs que nous dégageons. La seule chose que vous devez nous reprocher, contre laquelle, n'est-ce pas, nous devons prendre garde, c'est de prendre des libertés avec des faits, de vouloir trop démontrer des choses au point, justement, de passer trop rapidement sur l'argumentation. Et ça, si nous le faisons, si vous le trouvez, si vous trouvez des traces de cela dans tout ce que nous avons écrit, eh bien, envoyez-nous une correspondance. Voilà ce que je peux vous dire. Et professeur, je voudrais dire, vous avez fêté vos 60 ans juste le 29 novembre passé. À 60 ans, c'est pas que le fait en rapport avec vous. Je voudrais vous dire, donc, au nom du Club d'animation d'art et de culture, au nom des téléspectateurs et au nom des auditeurs, merci, professeur, de nous avoir entretenus. Et également, merci à la présidente du CND. Bonsoir.